Eh bien, entre-temps, nous avons eu le plaisir d'accueillir Pierre Le Tan, qui va donc participer à cette deuxième partie. Je vais le présenter plus précisément. Hein. C'est un illustrateur fameux qui publie ses dessins dans le New Yorker, New York Times Magazine, qui a fait de très beaux livres de dessins et d'écrits à la fois. On va y revenir. Mais d'abord, peut-être une réaction au film qu'on vient de projeter, soit de Simon Liberati, soit de Pierre Le Tan, d'ailleurs. Ben, ça marche, ça? Je ne sais pas. Il marche? Il fonctionne? Oui, apparemment. Ça marche? Non, c'est très émouvant de voir ces images Moi, je me souviens, j'ai vu ce film quand il est sorti, j'avais 14 ans ou quelque chose comme ça, et que ça m'avait beaucoup plu. Mais on voit ce boulevard Saint-Germain là, c'est curieux. Pourquoi vous l'avez choisi, Simon Liberati, alors? Parce qu'on avait parlé des mouvements de Paris, mais imperceptibles, et qu'il y a un moment, je crois, quand il est au début avec les deux types de l'OAS, et puis qu'il est rejoint par le moustachu, quand il y a la musique de Satie qui arrive, je crois qu'on aperçoit le boulevard, on voit les jeunes filles qui marchent, les voitures, les garçons dans la voiture décapotable, on aperçoit le Royal Saint-Germain derrière, il me semble, enfin en tout cas ce qui était là avant le Flore. Avant le drugstore qui a lui-même disparu maintenant, qui est devenu la boutique Armani, et tout ça finalement est resté pareil mais pas pareil, quoi, hein. Il y a quelque chose, le Flore est toujours là, il n'y a plus la cabine téléphonique où on entend la jeune fille téléphoner en danois, ou je sais pas ce que c'est comme langue, mais il y a toujours l'escalier avec les affiches, c'est le même, hein, il n'a pas bougé. Oui, les affiches ont changé. Ça a plus de 50 ans. Voilà. Donc c'était un peu l'idée de ça, de cette espèce de... C'est vrai que récemment encore, le quartier a vraiment muté, hein, une deuxième fois, je dirais, avec toutes ces vitrines que j'appellerais moi d'un luxe assez banalisé, finalement, par rapport à ce qu'il y avait de très singulier dans le quartier. Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est projeter maintenant, pendant que je présente Pierre Le Tan, des images qu'il a également lui-même choisies. Et si on commence par... C'est vraiment des vieux trucs. Oui, non, mais vous avez choisi pour l'occasion. Je ne dis pas que ça vous représente entièrement, ce serait d'ailleurs absurde. Mais qui commence par les découvertures du New Yorker, parce que vous êtes fils d'un peintre vietnamien célèbre, que vous-même vous pratiquez le... Ah, c'est moi qui vais bouger les choses. Vous pratiquez... j'espère que je vais comprendre, le dessin très jeune, et que dès 19 ans, vous faites de magnifiques couvertures pour le New Yorker, puis vous allez travailler pour un certain nombre de grands magazines internationaux. Oui, c'est comme ça que j'ai gagné ma vie. Oui, enfin, on peut gagner sa vie avec moins d'art, disons. Et vous avez aussi, donc je l'ai dit, écrit un certain nombre de livres dessinés, écrits, et puis collaboré avec des écrivains. Vous avez un amour de l'illustration ou du dialogue avec l'écrivain. Alors évidemment, je pense au travail avec Patrick Modiano, forcément, Memory Lane en 81, La poupée blonde. 83. Voilà. Mais c'est vrai que si Simon Liberati a immédiatement pensé à vous, et si on a été enchanté de pouvoir organiser ce dialogue, c'est pour un livre aussi très particulier, le Paris de ma jeunesse. Comme on a fait avec Simon Liberati, quelques points de géographie. Vous êtes né à Neuilly et vous grandissez rue de Vaugirard, je crois. Oui, absolument, oui. C'est votre enfance que vous retrouvez. Parce que finalement, le Paris de Simon Liberati, c'est un Paris d'une adolescence, fin d'adolescence. Le vôtre est beaucoup plus centré sur un âge plus jeune. On vous voit avec votre nourrice, avec votre père. Le premier texte vous voit aux mains de votre nourrice. Je parle, beaucoup du Paris de mon enfance dans cet ouvrage. Et alors, ce qui frappe en début
de Paris de ma jeunesse, c'est que justement, vous êtes avec des figures très protectrices, votre père, votre nourrice, et la ville que vous dessinez, qui est la ville de votre enfance, donc la ville finalement à laquelle vous avez peut-être le plus tenu, avec laquelle vous avez peut-être le plus coïncidé, dans les dessins, elle n'est pas si protectrice que ça. Je pense à la place de Breteuil par laquelle vous ouvrez et que vous décrivez comme pas foncièrement intime. Oui, tout ça, c'est un quartier assez triste et désert. Mais j'aime beaucoup ces ambiances d'un Paris brochois très désertique et un peu comme dans les rêves. Oui. Vous avez également, alors vous parlez du Paris haussmannien, et je crois que c'est l'avenue du 4 septembre. Hein? L'avenue du 4 septembre. La rue du 4 septembre. La rue du 4 septembre, dont vous dites que comme dans toute grande rue haussmannienne, il y a une légère angoisse qui commence à pointer. Ben, c'est-à-dire, oui, c'est ces rues, en particulier, vous avez la rue du 4 septembre, mais il y en a plusieurs comme ça, et qui m'intéressent beaucoup, mais qui sont très angoissantes, comme donc vous avez la rue de Maubeuge, la rue Gay-Lussac, la rue Claude Bernard, tout ça sont des rues qui sont en même temps, elles sont entre, c'est-à-dire il y a des avenues. Ce ne sont pas des avenues, ce ne sont pas des rues, c'est entre les deux et ça donne toujours moi en tout cas, ça me donne toujours un sentiment d'angoisse. On vient d'entendre le jeune Simon Liberati à vélo, je crois, arrivant rue Lafayette et se disant « c'est beaucoup trop grand pour moi et je fais demi-tour ». Hein. Oui, moi c'est l'horizon, c'est parce que la rue Lafayette, en plus, elle monte. Oui. Donc tu as l'impression, on ne sait pas où elle va, quoi. Mais elle n'est pas à taille humaine. Elle n'est pas très, elle n'est pas très gaie. La rue de Rennes. Et elle va, on ne sait pas où. Il y a un moment où on ne sait pas où ça va. Oui. Puis il y a une espèce de pont au niveau de la gare de... C'est la gare du Nord. Elle arrive à Gare du Nord. Oui, c'est très, très angoissant. Mais c'est vrai que c'est une des premières surprises que de rencontrer le Paris de votre enfance qu'on imagine familier et de découvrir la non-familiarité, enfin le léger décalage qu'on voit par exemple dans ce genre de paysage. Hein. Et vous avez, alors si je devais revenir à une certaine écriture de la ville, après on demandera à Simon Liberati ce qu'il en pense, mais moi je remonterais presque à une ville métaphysique, à la Giorgio de Chirico ou Mario Sironi, avec moins théâtral, moins de temple, tous ces habitats très vides. Mais j'aime. En même temps, ça m'angoisse, mais j'aime beaucoup toutes ces architectures, enfin comme l'architecture aussi mussolinienne en Italie toute cette architecture qui dit qu'elle fait communauté par son monumentalisme et qui en même temps vous exclut un peu de la communauté tant celle-ci est censée être homogène finalement. Qu'est-ce que vous pensez, Simon Liberati, des espaces qui ouvrent plus ou moins c'est toujours, oui, c'est très identifié. Enfin, Pierre a le livre, je voudrais parler du livre Paris de ma jeunesse parce que c'est toujours délicat de parler en présence de l'auteur. Mais c'est un livre où il y a des textes aussi, hein, qui n'est pas qu'un livre d'images. Et il y a des évocations tout à fait étonnantes, belles, notamment de Baodaï et des Indochinois de Paris avec un appartement. Un peu où on voit passer la silhouette de Baodaï au fond, si ma mémoire est bonne, non? Oui, ça c'est tout le Paris de mon enfance, ou des amis de mon père. C'était toujours un peu dans des grands appartements dans le 16e, où une ambiance très particulière de l'époque. Et
ce qui fait aussi peut-être la particularité et le rapport avec Patrick Modiano, c'est en effet cette espèce d'enfance un peu inquiétante comme ça, où des choses sont non expliquées, d'ailleurs n'ont pas besoin de l'être forcément, mais des silhouettes qui sont nommées mais sans être... Pierre est peut-être un peu plus... Modiano pratique plus une sorte de flou général, le Pierre est plus exact par moments dans les détails, mais il y a quelque chose de commun et on comprend qu'il y ait pu y avoir une amitié et puis une véritable... Parce qu'il y a vraiment ce grain d'une enfance à la fois, très... quelque chose de mystérieux et en même temps quelque chose d'un peu angoissant, en effet, qui est de l'ordre du rêve et qui est très présent. C'est l'univers, enfin, j'aime pas le mot univers, mais enfin, disons, les images de Pierre sont toujours dans cette... et en effet, avec le lien avec les métaphysiques italiens, mais qui est pas... Moi, j'y vois aussi il me montrait l'autre jour des photographies, tu sais, qu'il avait pris pour illustrer ou pour préparer tu sais, des photos d'endroits absolument, parfois absolument sinistres, mais on voyait ce qu'il allait en faire. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc il y a cette espèce de mélange de solitude comme ça et de vide et ça c'est très frappant. Voilà. Donc c'est pour ça que le lien avec Modiano est très, très évident, mais je trouve que Paris de ma jeunesse, dans le texte, c'est un livre qu'il faudrait rééditer, je répète. Devrait l'être. Voilà, parce qu'il y a des textes tout à fait frappants. On va y arriver, hein, je compte parler des textes. Pardon. Ah non, mais je compte en parler, j'anticipe. assurément, je les trouve effectivement très intéressants. Juste pour finir sur l'image, il y a donc ces petits personnages finalement qui semblent un peu errants. Alors évidemment, on pense à Anthologie des apparitions, mais sur un autre modèle, mais fantomatique dans la ville, disons. Et puis, les dessins se scindent assez fortement dans le livre entre les extérieurs et les portraits, comme s'il y avait une sorte d'inadéquation finalement entre les gens et la ville qu'ils habitent, qu'on saisit tout de suite, avant même de lire les récits qui les accompagnent. Vous sentez c'est quelque chose que vous travaillez, cette inadéquation, ce léger décalage avec... Je m'en rends pas compte. Ah bon. Oui. C'est-à-dire, oui, je dessine des villes, des villes désertes comme ça, oui. Et puis, oui, et je fais beaucoup de portraits aussi, mais... oui, il y a toute une série de portraits dedans. Il n'y a pas de... Je sais pas, parce que la ville, finalement, vous passez et elle vous rappelle quelqu'un qui a habité là. C'est un peu un des modèles d'embrayage des textes, disons. Hein. Quelqu'un, le couturier Jacques Fath, Yul Brunner qui est passé par là. Vous avez là aussi des personnages très fantomatiques, des acteurs, donc qui ont quand même un rapport avec l'identité particulière, un rapport avec le lieu. Barbara Hutton dans un hôtel. Ce sont beaucoup de gens, je dirais pas déplacés, mais pas tout à fait chez eux, disons. Dans le livre, dans les textes, vous évoquez Yul Brunner dans le... Oui, absolument. Vous voulez dire des gens pas tout à fait chez eux Barbara Hutton qui habite à l'hôtel, par exemple, puis qui disparaît un de ses jours sans qu'on puisse le prévoir, disons. Oui. Non, ça vous paraît tout à fait normal, mais en fait, la ville ne se caractérise pas forcément par les gens qui disparaissent de l'hôtel, quoi. Or, on a quand même beaucoup Martine Carole qui essaye de se noyer. Il y a toute une disparition des personnages, une disparition possible de tous ces personnages que vous évoquez et qui, effectivement, arrivent à... Ils ont tous disparu, de toute façon. ça c'est certain. C'est-à-dire que ce sont les marqueurs d'une époque. Là, vous avez quelque chose de proche aussi avec Simon Liberati, avec les personnages d'une époque qui éclairent une époque et qui caractérise ce qu'elle a d'éphémère, à la fois de brillant et d'éphémère. Oui, à notre grande époque, à nous, on pouvait passer des soirées à chercher des noms de gens relativement peu fameux, ou en tout cas qui n'étaient plus, et ça nous a beaucoup, ça nous a beaucoup reliés, ça, ce goût du nom oui, des personnages précis. Comme ça qui ont passé, que tout le monde a oublié. Donc
On essaye d'en retenir quelque chose un petit peu. Une ville fantomatique, enfin peuplée de fantômes véritablement, qui laissent leurs traces. Et puis Pierre en invente aussi, parce que c'est un farceur, donc tu es un farceur aussi, donc il y a des noms que tu inventes, il y a des gens qui sont, sont des fausses, des fausses identités qui se mélangent avec les seconds couteaux comme ça un peu disparus, et donc on ne sait plus qui est vrai, qui est faux. Hein. Il y a beaucoup de voilà, il y a de l'escamotage là, il y a des fantômes fictionnels. Alors. Voilà, exactement. Et ça c'est rigolo parce que ça on est dans la fiction là, dans le roman, hein, dès qu'on commence à mettre des gens vrais avec des gens faux, quelque chose qui a été très, très utilisé dans la fiction moderne américaine, etc., mais qui est quelque chose qui était déjà utilisé par Proust, qui fait exprès de mettre les vrais noms à côté des faux noms. Et Balzac, la ville de Balzac est faite comme ça. Créer à la fois des effets de perspective et puis en même temps des faux amis, pour éviter justement qu'on reconnaisse trop les charges des uns ou des autres. Oui, c'est un peu dans le flou. Alors, il y a une image qu'on voit passer, j'imagine, de temps en temps, qui est un immeuble avec le métro aérien qui passe devant. Oui. Et dans le texte, vous dites que vous avez longuement réfléchi à la possibilité de construire un intérieur devant un métro aérien. Ça vous paraît presque impossible. Ah, c'est dans le texte, moi. Oui, je me souviens plus. Mais vous voulez dire... que vous réfléchissiez aux appartements qui étaient en face du métro comme si c'était impossible, face à ce flux, face à cette ville de passage, comment peut-on s'installer ? Ça m'a toujours fasciné, quand on prend le métro aérien, de regarder ces appartements et de voir d'imaginer les gens qui vivent là au rythme de fracas du métro. Ouais. Je pensais à une anecdote certainement apocryphe sur Baudelaire, qui à un moment aurait quasiment emménagé dans un hall de gare. Enfin, il y a Pichois raconte ça à un moment, comme une légende baudelairienne, de cet homme qui, tout à coup, aux prises avec la métropole, décide de se mettre au cœur des flux et d'essayer d'habiter là. Et je pense aussi à un texte sur la Bohème galante de Simon Liberati, où il rappelle que... Je vous laisse l'évoquer. Non. Je fais ah oui très joyeusement. Je connais le titre. Oui, c'est sur Baudelaire et l'Arc de Carousel, c'est ça. Il y a l'Arc de Carousel. C'est un peu sur les Tuileries et sur le quartier du Doyenné, l'hôtel du Doyenné de Nerval, là où ils habitaient à l'époque romantique. Là, mais il y a une anecdote sur Baudelaire où vous dites que non seulement Baudelaire déménageait tout le temps, c'est l'anti-habitat Baudelaire, enfin, c'est vraiment celui qui se déplace perpétuellement, mais qu'en plus... il changeait ses meubles perpétuellement et que les escaliers de ses appartements étaient encombrés de meubles, qu'il vivait une sorte de perpétuel déménagement. Oui, tout à fait. Oui, c'est des témoignages Alors là, pour le compte, c'est pas fictif, c'est des témoignages qui viennent de Asselineau ou de je ne sais plus quel ami de Baudelaire, où il y a vraiment des témoignages sur ce. Bah oui, parce qu'il y avait toujours il achetait beaucoup, je sais pas où il achetait d'ailleurs, mais chez les brocanteurs, je pense. Et la brocante commence au début du 19e. Hein, c'est quoi ? C'est les Anglais, Pierre, pas dans la Révolution, qui ont commencé à acheter le mobilier Louis XVI, quasiment au pied de l'échafaud. Et puis après, il y a eu les collections. Ça commence là, non, il me semble, non, je dis une bêtise. Oui. Le goût de la brocante, c'est vraiment le tout début du 19e, il me semble. Hein. Peut-être qu'il y avait... Non, il y avait des Italiens qui collectionnaient les antiques, les choses comme ça avant. Mais... Oui, enfin, il y a deux... Oui, mais plus, c'est à partir du 19e siècle. Le meuble d'occasion, c'est quand même... avant d'arriver carrément dans ce que j'appelle ce qu'on appelle le mobilier de rencontre, c'est-à-dire les trucs qu'on trouve dans la rue ou qu'on meuble comme ça. Mais c'est vraiment, oui, c'est Baudelaire c'est le goût romantique, en fait. C'est pour ça que je pensais à l'hôtel du Doyenné, parce qu'il y a toute une description de cette espèce d'appartement de 7 pièces dans lequel vivaient Gautier, Nerval et je ne sais plus qui, où ils ont justement accumulé une sorte de bric-à-brac effrayant de décors, de lits à baldaquin, voilà. Oui, c'est pour ça que les deux choses sont liées dans mon esprit. Et quand Nerval décrit ça, ça a déjà disparu, ça a déjà été détruit pour faire la place qu'on connaît. Voilà, c'est le moment où c'est en train de basculer. Pas la place qu'on connaît, la place avant la place qu'on connaît, parce que ça a été détruit pour faire le petit jardin du Carrousel, et puis après on a cassé le jardin du Carrousel pour faire la pyramide. Ça a été un double. Exactement. Hein, c'est ça. Il y a il y a le signe de Baudelaire là aussi sur les grandes mutations de la ville, sur cette place du Carrousel avec la destruction du même endroit.
Mais c'est vrai que l'antiquaire, et vous avez été antiquaire, si je ne me trompe pas, vous avez été antiquaire, au moins pendant un temps. Non, non, non. Ah, j'ai cru lire ça, alors. J'ai cru que mais vous aviez... j'aime beaucoup, effectivement, acheter des choses. Parce que c'est vrai que les anecdotes de Et de temps en temps les revendre, oui. Oui, donc c'est un antiquaire amateur. Je ne sais pas si ça existe comme statut. Non, mais si on est collectionneur, Ça ne va pas avec. On revend forcément. Ouais. Mais c'est vrai que cette déstabilisation de l'intérieur du temps de Baudelaire, on la voit arriver dans ce que je trouve moi aussi un des épisodes les plus touchants du Paris de ma jeunesse, cet appartement dans lequel vous entrez avec un prince vietnamien déchu. L'appartement est à moitié vide et il ne reste plus que quelques meubles et il vous donne une photographie de Bao Dai, je crois d'ailleurs. Il y a une sorte de... Oui, j'ai beaucoup connu des appartements comme ça, qui se vidaient. Ce qu'on sent quand même dans cet épisode, c'est que le déménagement, là, est le double d'un exil. Enfin, fait revivre l'exil de cette noblesse vietnamienne qui est arrivée à Paris et qui se déplace. Et qui vous touche, enfin, votre histoire personnelle. C'est pas exactement la même date, mais votre père vient en 37, je crois. Comment ? Mon père est venu en 37, oui. Comme beaucoup de ces Vietnamiens qui ont fait leurs études, qui sont venus pour faire leurs études et après qui ont décidé de rester. Et vous dites que vous avez parfois la nostalgie d'un pays qui n'est pas le vôtre. Oui, mais c'est une idée d'un pays qui n'existe plus. Enfin, un pays perdu. Ouais. C'est votre Valois à vous, quoi. Oui, oui. Il y a un mot allemand, mais je ne le connais pas pour dire la nostalgie des endroits qui n'existent pas. Ah, voilà. Sehnsucht. Ah, on a une germanophone émérite parmi nous. Et effectivement, c'est ce qui se dégage de ce livre quand même, hein. Une espèce de nostalgie. Alors, d'un monde qui a existé pour une partie et qui visiblement a été inventé pour une autre. C'est une ville. C'est un mélange. Oui, c'est une ville quand même très mélancolique, celle du Paris de ma jeunesse, hein. Oui. Pas forcément, puisque on parle de souvenirs anciens de la ville, donc c'est forcément mélancolique. Ouais. Et votre père, qui était non seulement peintre mais décorateur, vous racontez dans le livre également qu'il a aménagé finalement un appartement pour une ancienne amante de Bao Dai, et vous dites une chose très belle, que l'appartement était très luxueux, mais qu'on avait toujours l'impression d'y camper. Oui, mais ça c'était le cas de beaucoup de ces appartements, de grands appartements comme ça, où des gens qui venaient d'un autre pays, qui étaient là, un peu comme de passage. Oui, il y a un style d'ameublement qui intègre l'exil, en quelque sorte, qui intègre le fait que tout pourrait à nouveau bouger, enfin de l'instabilité dans le décor. Oui, absolument. Oui. Et je pense alors là, Simon, à une anecdote que vous nous avez racontée quand on préparait la chose, à des jeunes gens vietnamiens avec lesquels vous avez habité, qui ne viennent pas du tout de la même sphère vietnamienne, mais qui eux aussi habitaient dans une sorte de campement permanent. Oui, c'était des travestis. Thaïlandais. Ouais, pas vraiment thaïlandais. En fait, il y avait quelques Thaïlandais dedans, quelques Thaïlandaises, mais c'était des gens qui étaient passés par les camps de réfugiés au moment de la guerre du Vietnam et du Cambodge. Et donc, c'était des gens qui avaient une première vie à côté de Saigon dans les camps.
qui a été souvent laotien, pas cambodgien, il y avait des laotiens surtout, il me semble me souvenir, puis des Thaïs. Et donc il y avait un type qui était un type assez louche, mais qui était alors il n'était pas normalien, il était polytechnicien. Et il était donc, il avait un poste assez somptueux à Bangkok, et il avait ramené de son séjour une tribu, ils étaient, je sais pas, genre 15-20, peut-être moins, mais enfin moi j'ai un souvenir assez nombreux. Et il s'était installé rue de Solferino, il avait un appartement de fonction, je ne me rappelle plus quel poste il occupait, mais il avait un poste assez important. Et donc il avait un appartement de fonction dans ce qui allait en face de ce qui allait devenir, ou ce qui était peut-être déjà, je ne sais pas, le siège du Parti Socialiste, rue de Solferino, pas loin de la piscine de Ligny, où elles allaient beaucoup en maillot panthère. À côté de la Fondation de Gaulle. À côté de la Fondation de Gaulle. Et donc l'appartement était au premier étage, et c'était extraordinaire parce que il y avait, alors le type, pour faire revenir toute cette petite tribu, avait épousé, je crois, il était PD, mais il avait épousé une fille qui traitait comme, je sais pas, qui cousait dans un placard. Donc elle était enfermée dans un placard avec une machine à coudre. Et puis il y avait toutes les créatures qui n'arrêtaient pas de se disputer, parce qu'il y avait évidemment des histoires d'embrouilles de chambres, de machins, etc. Et tout ça vivait dans cette rue qui était quand même assez bourgeoise, n'est-ce pas ? Et donc j'ai habité un petit peu, pas longtemps, enfin je suis passé dans cet appartement et j'aimais beaucoup cette ambiance. Et on regardait la télévision et elles aimaient beaucoup les films de Louis de Funès, et notamment Rabbi Jacob et l'autre, je ne me rappelle plus, un autre de Louis de Funès, et on passait des après-midi culturels comme ça à regarder Louis de Funès avec les Thaïs, et puis la nuit elles allaient travailler au Bois de Boulogne, et elles vivaient rue de Solferino. Donc l'ensemble des 3 secteurs en même temps, c'était pas mal, plus la fille dans son placard qui cousait, et un teckel, il y avait un teckel. Le teckel, le pauvre, je ne sais pas qu'est-ce que c'était que ce teckel, mais enfin il était là. Mais bon, tout ce beau monde a disparu, malheureusement. Et c'est sida. Oui, ça prend toujours une teinte plus tragique chez vous que chez Pierre Le Tan. Non, mais attendez, il y avait des Haïtiennes travesties qui travaillaient au Bois de Boulogne et qui se shootaient. Alors à l'époque, en 82, être à la fois haïtienne, travestie, travailler au Bois de Boulogne et prendre de l'héroïne en shoot, elles accumulaient pas mal de facteurs, ce qu'on appelait les facteurs à risque. J'espère que Simon Liberati tient le coup, parce que sous le feu des projecteurs, c'est le cas de le dire, n'est-ce pas ? C'est un petit peu fatigant. Le feu, il n'est pas brûlant. Hein. Je suis désolée. Oui, c'est pas Los Angeles. Non, voilà, nous voilà dans le sujet. Donc je remercie effectivement beaucoup Nelly Capriélan, mais vous connaissez bien, je crois que nous l'avons compris, oui. Qui est donc critique littéraire, mais c'est plutôt, vous dirigez les pages littéraires aux Arocs, mais comme je vous l'ai dit, c'est aussi, et c'est plutôt en tant qu'auteur que peut-être nous vous convions à cette conversation avec Simon, parce que vous avez quelque chose en commun. Et on ne voulait pas, cet après-midi était consacré au Paris de Simon Liberati, mais on ne voulait pas passer à côté effectivement d'un autre thème et d'une autre ville qui hante Simon et qui vous hante vous, qui est en effet alors la Californie plus globalement, Los Angeles peut-être ce soir pour resserrer un peu Simon, mais vous serez bien libre de prendre une tangente si vous le souhaitez. Ça va être dur avec Simon. Si vous le souhaitez. Oui. Et je pense que pour des amoureux de la littérature, c'est intéressant d'en venir à Los Angeles après Paris. Après tout ce qui vient d'être dit, Nelly, vous n'étiez pas là, mais sur le travail d'écrivain. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Sur le travail d'écrivain et qui, s'agissant de la relation avec Paris, qui a été évoqué avec Emmanuel, avec Pierre Le Tan, est quand même aussi beaucoup basé, en effet, c'est la remémoration, c'est l'expérience personnelle, c'est l'enfance, c'est Paris. C'est l'enfance, c'est aussi la littérature, ça a été dit. Dans le cas de la fascination qu'exerce la ville du cinéma sur certains écrivains français, et d'ailleurs d'autres, on pourrait évoquer d'autres scènes littéraires européennes qui ont la même fascination pour Hollywood. Évidemment que la fabrique littéraire n'est pas la même, parce que là on n'est pas dans la remémoration. Vous écrivez sur et par. J'ai pas cité les ouvrages bien sûr en question.
California Girl, ça a été évoqué, et Jane Mansfield, bien sûr. Sur California Girl, on parlera moins de votre rapport avec Manson. On a déjà vu Dutroux tout à l'heure. On a parlé du père Nathalie Campouche. On va plutôt parler des maisons, des choses qui sont derrière. Et s'agissant bien sûr Nelly Capriello, donc il y a eu ce très remarqué, très beau texte sur le manteau de Greta Garbo, pardon, que je sois correct dans l'expression du titre, et bien sûr aussi Véronica. Donc après tout ce qu'on a pu dire à l'instant, enfin tout à l'heure sur le rôle de la mémoire, de la remémoration, de l'expérience personnelle et physique dans la façon dans la manière dont un écrivain s'imprègne de Paris et puis le restitue, le distille, le restitue. Il y a quand même le fait que voilà, avec Los Angeles, c'est une situation qui est tout à fait différente. Parce que Alors, pas complètement. Oui. C'est-à-dire, je ne sais pas Simon si c'est pareil pour toi, mais moi j'ai grandi avec des films américains en fait, et je pense que ça crée une espèce de... En plus, personnellement, je suis d'origine arménienne et française. Je vis à Paris, mais j'ai vécu en banlieue parisienne, dans des architectures très différentes. C'est très présent dans vos romans. À caser le mot architecture dès la première phrase. Mais je suis aussi américaine. Je pense qu'on est tous culturellement américains, surtout notre génération, où j'ai grandi avec des séries télé américaines, j'ai grandi avec Alerte à Malibu, j'ai grandi avec des films américains qui, à l'époque, passaient à 20h30 à la télé. C'était plus comme aujourd'hui à minuit ou 1h du matin. Et donc, moi, je pense que ce qui m'a vraiment... Pourquoi Los Angeles particulièrement est inspirante, bon, outre que j'aime y être, c'est cette espèce de flou entre la mémoire et le réel, quoi. C'est-à-dire cette espèce de fusion, de confusion entre les souvenirs que j'en ai, qui ne sont pas des souvenirs vécus, mais qui est d'avoir vu du vécu de fiction, comment dire, des personnages être à LA. Je pense à des films de John Carpenter, je pense à plein de films noirs, etc. Et y arriver moi-même. Et pour moi, Los Angeles, c'est une ville, et c'est un des axes de mon roman Véronica, c'est une ville qui est très difficilement, qui m'a été très difficilement percevable sans toujours avoir un filtre de cinéma. Donc c'est déjà une base, à travers le cinéma. Une ville de fiction, en fait, pour moi. Oui. Simon ? Et oui, pour quelle raison, Simon, vous, effectivement, vous percevez Los Angeles, vous le décrivez comme quelque chose de fascinant? Oui, c'est évident, et Nelly a raison, on ne va pas s'approuver l'un l'autre, mais c'est vrai que le cinéma avait son importance. Moi, j'étais pas grandi avec Alerte à Malibu, parce que j'ai vieilli avec sans Alerte à Malibu, mais j'ai connu les Incorruptibles, j'ai failli me tromper, qui étaient Chicago, etc. Mais bon, c'était pas Los Angeles, mais c'était les États-Unis. Mais puis surtout les films, évidemment, les films le Grand Sommeil, des choses qu'on allait voir à l'Action Christine à l'époque, ou ici. Et donc c'était des choses. Moi c'est Kenneth Anger pour être très clair et très simple. Kenneth Anger direct, c'est-à-dire que c'est Kenneth Anger que je découvre à 17 ans, qui est donc l'auteur de 2 livres, Hollywood Babylon et puis Hollywood Babylon 2. Par ailleurs cinéaste tout à fait remarquable, mais aussi écrivain de collectionneur, surtout collectionneur de photos, n'est-ce pas? Et donc les 2 bouquins, et surtout le premier, m'ont totalement fasciné. Et ça m'a fasciné, ces histoires moi j'adorais les stars mortes, j'adorais les histoires un peu dures. Et donc, Jane Mansfield, c'est la couverture d'Hollywood Babylon 1. Et donc voilà, moi c'est direct. Et après, évidemment, quand j'ai pu aller à Los Angeles, qui n'est pas un endroit où je suis allé très jeune, je suis allé très tard, même j'avais déjà écrit Jane. Mais voilà, bon, c'est vrai que Nelly a raison, c'est un endroit qui est extrêmement chargé, même si c'est totalement... Ça ressemble à, c'est une banalité de le dire, mais à un centre commercial. Mais voilà, il y a quelque chose, il y a une charge, Ça vous procure quoi? Une mythologie? Oui, c'est comme la Grèce antique. Ça nous fait la même... Littérairement, je veux dire, en tant qu'écrivain. Oui, la Grèce antique. Ça vous amène... Le voyage en Grèce. Oui,
Parce que si on considère aussi que les stars hollywoodiennes de l'époque, qui avaient toutes plus ou moins des destins tragiques, avec des morts, Jane Mansfield évidemment, il y a aussi une violence américaine qui est à l'œuvre, qui explose dans California Girls. Mais je pense que ces stars avaient aussi quelque chose, enfin leur vie privée était quasiment aussi cinématographique et romanesque que leur vie dans les films, et qui sont devenues, oui, des sortes de déesses ou de dieux. On peut puiser comme on puise dans le répertoire tragique grec ou comme... Oui, absolument. C'est carrément religieux, c'est-à-dire qu'on sent cette charge de destin. Vous savez, les héros, c'était des humains. Enfin, c'était des voilà. On a glorifié et là, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont, quand on visite, il y a des endroits. Moi, j'adore ce musée dont j'ai oublié le nom, la Max Factor, Musée de extraordinaire, un endroit absolument. On dirait, alors là, pour le compte, c'est très Canet sans guerre. Il y a la loge d'un enfant star reconstitué. La loge maquillage, n'est-ce pas? L'enfant star est inconnu. Un musée inconnu sur Hollywood. au bataillon. C'est pas un enfant star connu. C'est pas Jackie Cooper. C'est pas voilà. C'est un Judy Garland. C'est un enfant star inconnu, et cette loge est présente. Il y a c'est fétichiste, quoi. C'est un pays. Voilà, il y a ça, et donc puis en même temps il y a ce vide, cette espèce de no man's land. Donc c'est très plaisant. Oui, c'est ça, parce que c'est une ville qui est vide. Alors là, justement, par sa conception, qui est pour nous extrêmement, alors qui est très familière par les films, et totalement dépaysante. Absolument. Voilà, donc ça joue toujours sur des registres. Je pense que ça crée un truc d'inspiration. On a toujours l'impression, comme elle est vide, puisque tout le monde est en voiture. Ça, c'est vrai. Il y a très peu de gens, à part Venice Beach ou quelques spots comme ça, il y a très peu de gens qui se promènent dans les rues. Et moi, par exemple, ne sachant pas conduire, donc Los Angeles, quand on ne sait pas conduire, je me suis souvent retrouvée à pied. Non plus. Vous non plus? On va en parler. Et vous êtes allée à Los Angeles? Non, mais j'ai lu le livre de Jean Rollin qui traverse voilà, Los qui est Angeles en extraordinaire. bus. Oui, en bus. Alors moi, c'était à pied. Il ne conduit pas non plus. À pied, il a eu raison, Jean Rollin, de prendre des bus, parce qu'à pied, on se rend compte aussi que les grands boulevards, par exemple Melrose, où il y a beaucoup de restaurants, de boutiques, tout ça, le temps qu'on atteigne, qu'on passe d'un numéro à un autre, il faut quand même marcher un certain temps. C'est-à-dire, la ville n'est pas faite pour ça. Non, pas faite qui est faite à vitesse de voiture, qui n'est pas faite à pied. Absolument. Et donc, on se retrouve un peu tout seul dans les rues. Et là, dans mon sens, alors je suis peut-être totalement paranoïaque, mais ça aide aussi la paranoïa pour écrire. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe si quelqu'un m'attaque, il n'y a personne. Si une voiture s'arrête, veut m'embarquer, il n'y a personne. Et tout d'un coup, on commence à avoir des scénarios de thriller, quoi. Et puis, on passe aussi dans certaines rues qui sont perpendiculaires entre les grandes avenues comme ça, qui sont toutes avec des pavillons sublimes, enfin surtout Hollywood. Des pavillons sublimes avec une flore magnifique. Il y a pareil, il n'y a pas un chat, il n'y a que des mecs qui travaillent, qui font les jardins, voilà, qui réparent la maison. On a l'impression que les maisons sont inhabitées. Oui, Jean Rollin parle de ce peuple souterrain. Oui, voilà, mais on a aussi l'impression que les maisons sont inhabitées ou qu'elles cachent des secrets, et c'est vraiment, pour moi, c'est David Lynch. Donc voilà, tout de suite, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ces maisons qui sont sublimes, qui ont l'air vides? Et on a l'impression qu'on est tout le temps entouré de fantômes, à tel point qu'à un moment donné, nos propres fantômes, alors, je ne sais pas si ça peut faire référence aux souvenirs qu'ils évoquaient ensemble, mais ils reviennent. Et moi, je me rappelle de Simon, avoir interviewé Simon pour son roman Eva, avant sa sortie, et il s'apprêtait à faire un voyage avec Eva à Los Angeles, justement, pour continuer des recherches, je crois, pour Jane Mansfield. Et quand ils sont revenus, Simon, tu m'as dit, je t'ai dit, ah bon, c'était comment? J'étais toute excitée, tellement j'adore Los Angeles. Et il m'a dit, ah, c'était un cauchemar. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et j'y suis retournée 6 mois après avec mon ami, et parfois c'était un peu tendu, un peu cauchemardesque, quoi. Donc ça fait, voilà, ça suscite des fantômes. Les fantômes reviennent, nos rêves et nos fantasmes d'enfants reviennent, mais aussi, je pense, nos angoisses reviennent. Une question pour revenir un petit peu, j'en ai 3 des questions. Hein. Lorsqu'on a tout. Non, mais elles sont des Vous êtes développements. venu avec vos 3 questions. Non, lorsqu'on avait préparé effectivement la journée avec Simon, vous aviez déjà évoqué ce musée du cinéma, ce musée de Hollywood. Oui. Et si vous voulez, moi ça m'a fait réagir comme architecte, parce que nous travaillons sur des équipements culturels, et on sait que quand un musée arrive dans une ville, c'est qu'en général, c'est fini. Quand le musée de la dentelle arrive à Alençon, quand le musée de la sidérurgie arrive en Lorraine, c'est qu'il n'y a plus. Donc ça m'a fait un peu...
Bah, Bien fini, sûr. ça, Alors- ça fait très longtemps que c'est fini. Oui, On non, dit que mais- c'est fini depuis... Mais bon, c'est une étoile. Depuis L'étoile les années rayonne 20. toujours. Voilà, un écrivain peut parfaitement fonctionner, être Ouais. capté par la lumière d'une étoile qui peut-être très loin est en train de s'éteindre. Je ne sais pas si dans ce Plus- rapport que vous d'abord, avez avec la réalité Plus elle est quand loin, vous plus êtes à elle est Los Angeles. mythique. Mais Très en bonne plus, réponse. Los Angeles, c'est toujours. Enfin, je pense qu'Hollywood, c'est toujours l'industrie du cinéma qui est la plus puissante. Donc, elle est toujours. Elle est toujours féroce. Elle est tout. Ça vous fascine aussi, ça, cette férocité, les deux, vous deux. Mais je réfléchissais en même temps que vous parlez, parce que la vraie question, enfin pardon, hein, je dérive, mais je vais revenir. Je vous en prie. La question, c'est tout simplement aussi, ce qui est assez curieux, c'est de se trouver en tant qu'écrivain français en train d'écrire sur Los Angeles. C'est quelque chose, si vous voulez, qui n'était pas licite, d'ailleurs, même il n'y a pas si longtemps. On considérait que les écrivains français qui écrivaient d'ailleurs, ça ne l'est toujours pas vraiment, notamment pour les traductions à l'étranger. Vous avez, Oui, c'est si vous impossible d'être écrivez un traduit, livre par sur exemple, les aux États-Unis, États-Unis, hein. français, Ah oui, bien vous êtes, sûr. même si vous avez un nom arménien, Même si ou, on est une ou un pauvre nom, arménienne, ou un nom on n'y arrive italien, pas. ça passe pas. Hein, il faut encore mieux. Et donc, il y a ça. Et ça, je sais pas. Je crois que ça vient quand même aussi du fait. Alors peut-être qu'en effet, ça soit. Il y a la littérature qui est passée quand même par là aussi, hein, je crois. Il y a Elroy, il y a d'autres choses que tu dois mieux connaître que moi. Il y a quelque chose qui s'est... Et en effet, c'est rentré dans notre... chez nous, enfin, alors peut-être parce que voilà, c'est une question de temps. Donc c'est pour répondre à cette question de temps écoulé, de fin, de ruine, Enfin, de rémanence, de durée de la rémanence. du passé. Et donc voilà, donc peut-être qu'aussi il y a ça. C'est peut-être aussi un signe. Et pouvoir. Moi, je sais quand j'ai travaillé sur mes romans qui étaient des romans historiques, on va dire, puisque Jane, ça se passe pas beaucoup, ça se passe un peu à Los Angeles sur Sunset parce qu'elle avait la maison rose là, le Pink Palais. Mais l'autre se passe évidemment beaucoup à Los Angeles et c'était un travail historique sur les lieux, essayer de retrouver toutes ces maisons avaient disparu, etc. Donc et c'est vrai que ça c'est tout le temps. Absent. Ce que vous cherchez n'est jamais là. Vous cherchez une adresse pour acheter des photos de films, genre Kenneth en guerre. Il y a une adresse qui existe, mais vous arrivez disparu, oui. et il n'y a rien. Et j'arrive dans un centre commercial, il n'y a rien. Et par contre, qui je vois? Cette fille qui se fait appeler, je ne sais plus comment, tu sais, qui roule toujours dans une voiture rose. Et il paraît que ça porte bonheur quand on la voit. Angeline. Angeline, qui était sur les billboards, qui est une créature purement inventée par elle-même et qui passe dans ce centre commercial, alors que j'étais en train de rechercher un magasin de photos qui avait disparu, qui n'existait plus que sur Internet. Donc on ne pouvait plus trouver les photos. Donc il y a cette espèce de... C'est ça qui est plaisant aussi. C'est d'ailleurs déjà présent dans Kenneth Anger, il est très aussi sensible au fait de ce qui disparaît. Mais avant vous, avant votre génération, il y a un écrivain, enfin, un chroniqueur français qui était un peu un passeur, c'est Philippe Garnier. Oui. J'imagine, on Oui, a oui. tous rêvé. On a tous tous rêvé parce sur les chroniques de Philippe Garnier. Les chroniques de Philippe Garnier, son travail pour l'émission Cinéma, où les lieux étaient encore là, quoi. C'est-à-dire tous les restaurants, les clubs, le Mogambo, enfin il y en a plein. J'ai un peu là oublié les noms où justement nos stars allaient et qui ont. Et puis moi, je sais quand je faisais des recherches d'adresses aussi comme Simon, tout d'un coup, il y en avait un qui avait fermé en 1999. Je me suis dit, zut, à genre 15, enfin quand même 15 ans près. 15 ans près, j'aurais pu y aller. Et pour revenir à ce que vous disiez sur le musée, moi ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas assez de musées du cinéma à Hollywood et à Los Angeles. Il y en a qu'un, qui est en effet le musée Max Factor. Mais ils font pas grand-chose de leur patrimoine. Le rapport à la culture patrimoniale n'est pas le même. Au cinéma, et je pense qu'ils ne font que des ventes. Il y a des maisons de vente très fortes là-bas qui vendent sans arrêt les garde-robes de stars, les costumes. Il y a toujours un costume de Marilyn Monroe qui ressort. Moi, c'est comme ça que j'ai pu acheter un manteau, de Greta Garbo, parce qu'ils vendaient toute la garde-robe de Garbo. Mais je pense que ça, c'est des choses qui devraient entrer au musée. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, la Cinémathèque française a été le modèle. Oui, enfin, oui, absolument. Ça a très longtemps sidéré les Américains qui ont créé une archive du cinéma. En effet, c'est grâce à Langlois qu'il y en a une maintenant aux États-Unis. Oui. Absolument. Il y a un autre quelque chose qui est très intéressant à comparer vos ouvrages et à s'immerger dedans.
un procédé littéraire qu'on a évoqué tout à l'heure à propos de Baudelaire et de Balzac. Merci Emmanuel. C'est le mélange du faux et du vrai. Effectivement, à chaque fois, ce sont des romans qui brassent, effectivement. Alors dans le cas de Simon, c'est peut-être encore plus fort, hein, effectivement, des personnages réels, alors je ne dis pas avec une fiction, mais avec, effectivement, malgré tout, une création romanesque, Simon. Bah moi justement je disais le contraire parce que je pensais quand vous parliez à Véronica de Nelly, où il y a justement ce passage très extraordinaire où la réalité se transforme. Il y a un passage que j'aime bien dont je t'avais parlé quand je l'ai lu, et il y a un passage comme ça de modification de la réalité qui est intéressant au point de vue formel. C'est une expérience littéraire, Véronica, c'est une tentative. Hein, oui, une vraie tentative. C'est rare les tentatives et donc il faut la saluer. Polar, je ne sais pas comment dire, mais... Et donc ce passage comme ça c'est une dysmorphophobie de la réalité. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Ah, oui. C'est très. Parlons de Véronica. C'est le deuxième roman de Nelly, et c'est très frappant. Moi, c'est plus évidemment moi parler de mes bouquins, comme je connais la cuisine. Je sais comment ils sont fabriqués, mais là c'était cette fabrication-là m'a surprise. Déjà tout. Pour aller vite sur le mien. Mais n'allez pas vite, expliquez-nous, la tentative de Véronica a réussi d'ailleurs. Non, mais Véronica, évidemment, j'ai été complètement... C'était une période où je voyais énormément de films noirs des années 40 américains, où je lisais beaucoup Raymond Chandler. Et d'abord, le pari, c'était de faire du Raymond Chandler, enfin, pas du Raymond Chandler, mais de reprendre une sorte d'enquête basée à Los Angeles aujourd'hui, qui dialogue avec les années 40. Donc il y a une première partie qui se passe dans le Hollywood des années 40, qui suit une star assez mystérieuse qui est inspirée par Véronica Lake, mais qui n'est surtout pas Véronica Lake. Après Garbo, je n'allais pas encore refaire la même chose. Et la deuxième partie, qui est une journaliste qui doit écrire pour un magazine qu'on devine être une sorte de Vanity Fair, qui doit raconter un peu comment est morte Véronica, mystérieusement, comment elle a vécu, etc. Et donc elle mène l'enquête. Elle va rencontrer plusieurs personnes ayant appartenu à ces vieilles, ayant appartenu à cet Hollywood, etc. Et je voulais qu'elle soit, en fait, je me suis dit, comment on va reprendre ce personnage du détective de Chandler et tous les personnages masculins des romans de Chandler, ce seront des femmes. Est-ce que ça marche? Les poursuites en voiture, à travers LA, c'est des femmes qui conduisent. Enfin voilà, je voulais ça. Mais par ailleurs, je voulais aussi montrer que la narratrice, à un moment donné, parce que ça penche un peu vers le fantastique, à quel point, quand on est à Los Angeles, on voit Los Angeles et on le voit plus, quoi. C'est-à-dire, on voit aussi des images de films. Je sais pas, dans chaque lieu de Los Angeles, il y a un film qui a été tourné, même récemment, sans même parler des années 40. La dernière fois que j'y suis allée avec mon ami, on est resté au Westin Bonaventure, qui est un hôtel que je recommande, qui est une sorte de vaisseau spatial, enfin de ville en lui-même. Il y a eu un film avec Schwarzenegger que j'avais vu 6 mois avant, sans savoir que j'irais dans cet hôtel. Même Blade Runner, voilà, qui a été tourné dans le Bradbury Building. Enfin, tous les lieux de Los Angeles, c'est du cinéma. Tous nous rappellent quelque chose. Et donc, c'est pour ça que je voulais jouer entre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qu'on voit en fait, quand on regarde, en fait, quand on voit, est-ce qu'on voit la réalité, où tout n'est plus devenu qu'illusion. Et pour revenir à Simon, moi, quand California Girls est sorti, il y avait aussi le livre de, je ne sais plus comment elle s'appelle. Emma Cline, Girls. Ouais. Oui. Qui, elle, en faisait la même histoire, mais en faisait un roman. Et là où j'ai trouvé le livre de Simon beaucoup plus courageux et beaucoup plus... il prenait l'histoire à bras-le-corps, quoi. C'est-à-dire, c'était direct, la scène de meurtre, il fallait quand même l'écrire. Et moi, je suis plutôt impressionnée par ce genre de... Voilà. Même si je fais autre chose, je suis impressionnée par ça, en fait. Oui. C'est un rapport qu'on n'a pas trop creusé aujourd'hui chez Simon Liberati, effectivement. Et Jane Mansfield, c'était aussi beaucoup par le prisme, évidemment, de l'accident, mais par les liens de Jane Mansfield avec les satanistes, Aleister Crowley, tout ça. Donc c'était aussi une forme de Kenneth Anger contemporain dans ce livre, parce que c'était, on va arracher le voile et on va montrer derrière toute la noirceur de ce qui se cache sous les palmiers, quoi. Absolument. Mais dans les deux cas, effectivement, vous expliquez effectivement tous les deux qu'en effet, le contact avec la réalité quand on va à Los Angeles est bien différent de ce qu'on en extrait par le cinéma ou par la littérature d'ailleurs. Pour autant, dans tous ces romans, il y a quand même, à un moment, et j'en reviens à l'architecture, il y a des totems. Vous, il y a une maison.
il y a la maison, finalement. Vous tournez autour, elle rentre. Il y a bien une maison, un peu une maison comme dans Mulholland Drive, un peu art déco, comme ça, un peu. Et puis il y a les totems aussi, les totems de Simon Liberati, effectivement, le Palais Rose. Enfin, il y a à nouveau une fixation sur quand même, vous êtes sur des pièces, voilà, des morceaux d'architecture, un peu qui ressemblent à des châteaux, des fois, ou à des maisons, ou Ce qui est qui sont fascinant, aussi des maisons hantées ou diaboliques. bah, on espère qu'elle soit hantée, diabolique, c'est tout ce qu'on aime. Mais ce qui est intéressant à Los Angeles aussi, c'est que tout est, comment dire, le château Marmont, c'est une réplique du château de la Loire. Toutes ces grandes maisons, ce sont souvent des répliques d'hacienda, des répliques de maisons normandes, des répliques. Déjà l'architecture a l'air factice. Déjà, c'est un décor, en fait. C'est un décor pour des narrations. Et votre écriture, elle reprend ça en compte. Et des répliques qui sont souvent bizarres, parce qu'il parle de style basque. Bon, la maison de Phil Spector, par exemple, c'est là où il a tué la serveuse là, avec le revolver. C'est recensé comme style basque. Bon, c'est pas très basque. Il y a beaucoup de styles. Il y a le style hispanique, beaucoup évidemment. Vin. Ça, il y a beaucoup de maisons dans ce style hispanique vin, parce qu'il y a vraiment tout un truc. Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté totem. Moi, totem, je ne sais pas. Moi, si vous voulez, je suis passé par la. Moi, j'ai pas. Je me suis pas, à la différence de Nelly, j'ai pas intégré un personnage dans la réalité ancienne qui viendrait pour voilà, qui serait une sorte de narrateur. J'ai pris les trucs, j'ai pris le cadavre de Jane, et puis je voulais faire un livre autour du cadavre de Jane, en fait. C'était ça le but de Jane Mansfield. Puis au bout d'un moment, je me suis dit peut-être qu'il faut quand même que je fasse quelque chose d'un peu plus. Et donc j'ai ouvert un peu la fiction, mais j'étais sur le. Souvent c'est ça, les livres, c'est souvent on commence sur un truc et puis on se dit quand même, bon, peut-être qu'il faut parler un peu plus, élargir un peu. Donc j'ai changé de plan en cours de route. Par contre, c'est vrai qu'alors là, je suis content que tu viennes. California Girl, c'est vraiment, j'ai fait le boulot que voilà, je me suis dit, je vais faire les meurtres, j'ai fait les meurtres. Alors là, c'était vraiment l'accomplissement, d'ailleurs, des amis, un ami absent. Jean-Jacques Schull, qui devait être là mais qui est malade, qui n'aime pas California Girl, m'a dit ah oui mais c'est trop direct quoi, c'est trop vraiment là uniquement le côté roman d'action. Et c'est vrai qu'on peut se laisser tenter par le truc de genre parce que comme c'est un endroit qui se prête à ça, on a envie de faire du genre. Donc en effet de l'horreur, de l'anticipation, du polar fantastique, du polar, voilà, du ça, noir, c'est amusant ça pour un écrivain. Enfin je crois. C'est rigolo. C'est très amusant. Mais oui, mais enfin, toutes les scènes à partir du moment où il pénètre dans la maison où est Sharon Tate et ses amis, ton écriture, pour moi, ça a été une sorte de long plan séquence où tu promenais la caméra dans toutes les pièces et tu revenais dans le jardin et donc pour moi, c'est là où je suis pas d'accord avec Jean-Jacques, c'est qu'il y a un point de vue quand même. Oui, non, mais parce que là, j'ai voulu faire. Non, c'est pas vraiment un plan séquence. Il y a des cuts. J'ai voulu faire à la Polanski, en fait. C'est très pervers, hein, je l'avoue. Mais je me suis dit, je vais le traiter à la Polanski parce que c'est un très bon cinéaste. Et que traiter à la Polanski la mort de Sharon Tate, ça pouvait donner un bon, ça pouvait faire sens. Ça pouvait faire sens. Donc j'ai pensé en effet à son utilisation, notamment des objets récurrents. Quand ils perdent un truc, ils se prennent les pieds dedans. Après, Polanski est très fort pour ça. Même dans La jeune fille et la mort, il y a une roue, un moment de truc, il recule, boum, il se prend les pieds dans la roue. Il oublie jamais qu'il a mis un truc là et qu'il va s'en resservir là et qu'il va il l'utilise en plus le visuel très. Donc j'ai vraiment pensé à ça. Donc c'est en effet une séquence qui a été tournée comme une séquence, a été tournée d'ailleurs, pas écrite comme une séquence de film. J'ai pensé à autre chose en lisant effectivement ce long passage dans California Girls, effectivement, où on se promène, on découvre l'appartement après le meurtre, quand même, avec ces choses, avec des pages assez dures. Moi, j'ai pensé à quelque chose d'autre, je ne sais pas si c'est vrai, ça pouvait être sous-jacent. Ça, c'est le rapport d'un écrivain aussi, avec tout simplement le fait qu'il a les documents de la police sous les yeux. Ah bah oui, c'est fondamental. La photographie n'a véritablement, je vais dire une horreur et que les photographes sont présents dans cette pièce, mais a véritablement sa pertinence, pour employer un terme de linguistique, dans la pornographie et dans la mort.
c'est les deux endroits où elle est plus forte que tout, parce que la peinture n'arrivera pas à ce niveau, on n'arrivera pas à rendre et pas même la photographie sur laquelle vous pouvez vous arrêter, regarder, chercher le détail. Au bout d'un moment, à force de regarder le cadavre de Sharon, je finissais par apercevoir les bougies parfumées. Les bougies parfumées, je me suis dit, tiens, bougies parfumées, je vais m'en servir, ils vont les faire tomber à un moment, c'est pour ça qu'elles ont roulé près de ses jambes, etc. Donc c'est vraiment le truc où vous pouvez travailler. Et sur Jane, c'est pareil, c'est les photos de Absolument. cadavres. Et on a vraiment Oui. l'impression que l'écriture, elle se confronte à la photographie. Là. Oui. Vous essayez d'arriver effectivement, à la même évidence, effectivement, imparable de la photographie, supériorité incroyable de la photographie dans effectivement, pour certaines expériences de la vie, oui, que vous cherchez. Et ça se sent bien, ça Même marche. la plongée dans on passe quand même du temps aussi dans la famille Manson. On est avec eux, on voit comment ils vivent, on écoute ce qu'ils se disent, tout ça, parce que tout ça pour moi c'était assez mystérieux. Mais là il n'y avait pas de photos où tu en as trouvé. Mais là, on avait les mêmes docs avec Emma Klein, parce que il y a des scènes qui se recoupent. J'avais lu quand même les épreuves du livre avant qu'il sorte, et je m'étais dit, tiens, c'est marrant, dans les Garbage Run, par exemple, ils allaient faire les poubelles pour la bande de hippies, aller chercher dans les poubelles. Bon, c'était pas les seuls à faire ça, il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça, et donc donc elle a fait les Garbage Run. Elle a pris une scène particulièrement cinématographique, c'est qu'elles sont dans la Rolls, et la Rolls, elles n'ont pas été souvent faire les Garbage Run en Rolls, c'était une seule fois, c'était la Rolls de Dennis Wilson, le Beach Boy, qu'elles avaient piqué elles avaient piqué les clés, donc elles sont allées faire les Garbage. Donc je reconnaissais les détails, je me disais, tiens, ça vient du livre de Bugliosi, ça vient donc on avait elle le raconte bien, d'ailleurs, elle a été élevée là-dedans, elle est beaucoup plus jeune que moi, pour être ma fille, et pour elle, l'affaire Manson, c'est un truc complètement mythologique, extrêmement fort. Son père parlait de ça, ses parents parlaient de ça, et donc elle a le même fétichisme. Ça développe un fétichisme, une culture. Et j'étais d'ailleurs content de voir, voilà, l'écriture américaine, l'écriture française qui se retrouvent sur un sujet. Alors j'ai fait exprès de prendre California Girls, parce que je savais qu'il y avait The Girls qui arrivait pour être comment on dit en marketing, Just coller in time. le produit rival. Ça n'a pas beaucoup plu à la table ronde qui a dit Girls, mais voilà, mais je me suis amusé. Et donc, en effet, il y a des éléments de la vie quotidienne qui viennent uniquement des témoignages. C'est un dossier sur lequel il y a des centaines et des centaines et des centaines d'archives et de témoignages, donc on sait tout. On sait tout ce qu'ils ont fabriqué, quasiment jour par jour, on peut arriver à reconstituer. Donc c'est un bonheur. Après, il faut choisir les éléments qu'on a envie de raconter et puis se laisser aller à la fiction une fois qu'on sait tout par cœur. Comme les flics dans le Dahlia Noir, quand ils savent par cœur J'ai toujours adoré ça, les flics qui apprennent par cœur le dossier, qui parlent plus que de ça et qui regardent plus que ça et qui pensent plus qu'au Dahlia et qui deviennent fous. Et ça, c'est comme ça que bon, voilà, mais ça c'est un cas personnel. Vous avez aussi pris la peine de documenter l'histoire du ranch lui-même, parce que le ranch lui-même, effectivement, il est vrai, mais en même temps, il est faux. Le ranch. C'est un décor. Alors là, le ranch, il y a une histoire incroyable. Ouais. C'est le décor ça appartenait à un cow-boy. Alors c'est pas Tom Mix, mais un cow-boy de l'époque du muet. Ensuite, c'est devenu le décor d'un film tout à fait étonnant qui est pas aussi remarquable. On voulait en passer un extrait, puis finalement, on l'a pas trouvé. Je l'ai regardé. Non, mais surtout, c'est pas si bien que je croyais. C'est le film le seul film tourné par Howard Hughes, donc pas Howard Hawks, mais Howard Hughes, qui s'appelle The Outlaw avec Jane Russell. C'est le film où elle est dans la paille. Là, où il y avait les photos de promotion avec les seins, et ça a été tourné dans le ranch des Manson. Donc les ranchs des Manson, et après pour Bonanza, une série télé que tu as peut-être vue, peut-être pas d'ailleurs. Non, je n'aimais pas trop Bonanza. Bonanza, oui, c'est un peu garçon. C'est un peu garçon, Bonanza. Moi-même, j'aimais pas trop Bonanza, ça devait être trop garçon pour moi. Mais voilà, c'est un dieu qui en effet. Puis après, c'est devenu cette espèce de squat, et puis voilà. Mais Los Angeles est fait de bouts de. Par exemple, je parlais tout à l'heure de Phil Spector. Tu sais, le truc qui est sur Sunset Boulevard, juste pas loin du Château Marmont, qui est tout en ferraille rouillée, une espèce de
truc, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un bar. C'est là qu'il a ramassé c'est un truc d'architecture. Alors c'est délirant. On n'aurait jamais un permis de construire à Paris pour construire un bazar pareil. C'est construit avec des bouts de tôle. Vous avez l'impression que ça va vous tomber sur la tête si vous rentrez dedans. C'est un mec qui a dû faire ça lui-même. C'est le facteur cheval. Et malheureusement. C'est celui où il y a des mannequins. Oui, c'est un truc. Des mannequins sur les terrasses, en fait. Il y a des petits balconnets. Ils ont mis des mannequins habillés quasiment, je sais pas, en prostituées. Enfin, je sais pas, c'est très étrange. Ouais, Non, ça il y a fait des trucs fou. très étranges. Il y a aussi beaucoup de clubs à striptease. Il y a un côté aussi glauque et en même temps marrant quoi, de Los Angeles. C'est vrai que ce lieu, oui, qui est en face du Sunset Tower Hotel. Oui, c'est le Sunset Strip, c'est tout le quartier des striptease. Mais c'est là qu'il a ramassé que Spector, pour ramener dans son château basque, a ramassé la jeune ex-playboy ou je sais plus quoi qu'il a tué. Donc c'est vraiment le décor est là, toujours. Un décor qui est resté. Et le temple maçonnique, dites-nous un mot. Le temple maçonnique, j'ai J'avais parlé noté d'un ça, temple. Vous aviez évoqué le... Il y a bien une église swedenborgienne dans laquelle s'est mariée Jane avec... C'est pas à Los Angeles, je sais plus où elle est l'église swedenborgienne. C'est là où Jane a épousé son monsieur muscle. Miklos Arguité, dit Mickey, qui en effet était le père d'une partie de ses enfants, de Marushka peut-être, je sais plus, et qui est devenu star de télé après. Hein, et en effet, ils se sont mariés dans un temple. Mais j'ai pas trop évoqué, il me semble que je l'évoque, mais je l'ai pas vu. J'ai vu des photos parce qu'on trouve tout sur. En plus. Tu avoueras qu'on trouve absolument tout ce qu'on veut. L'Internet est une merveille pour ça. C'est qu'alors là, pour Los Angeles, on a des documents, mais c'est merveilleux. Donc on trouve tout. Par exemple, il y a cette maison en forme de pyramide Inca qui est sur Franklin Avenue, où apparemment le dahlia noir, je ne sais plus comment elle s'appelait, Elizabeth Short, a été vraiment tuée. Oui, par le médecin, là, oui, par le médecin. Par l'ami de Man Ray. Oui, voilà, où il partousait joyeusement. Le père du flic. Voilà, le père du flic, oui. Alors ça, c'est la thèse du flic qui a écrit le livre pour dénoncer son père. Joyeuse famille. Et oui, où il y avait soi-disant des orgies il faisait des orgies avec Man Ray, John Hudson, je crois. Ouais. Et c'est vrai qu'on la voit beaucoup mieux sur Google qu'en vrai, parce que j'ai été la voir. C'est une maison privée, elle est entourée d'arbres, et il fallait vraiment que je ruse pour voir un petit bout de cette maison. Sur Google Earth, vous voulez dire ? Quand vous dites que vous êtes sur Internet, alors même Google Images. Une question technique tout à fait stupide, mais on a reçu il y a quelques mois ici Aurélien Bélanger, qui travaille sur la grande région, et donc qui avait besoin d'avoir une connaissance gigantesque de la région Île-de-France, mais il est jeune, donc il avait pas assez d'histoire pour avoir la géographie, si j'ose dire. Donc il a rattrapé sa jeunesse, il a rattrapé son manque de connaissances réelles, d'expérience sur le grand territoire d'Île-de-France en passant ses nuits sur Google Earth, en fait. C'est-à-dire, est-ce que ça va oui, vraiment, voilà. Oui, puis tu sais, tu peux baisser. Est-ce que ça va jusque-là, votre... Tu peux baisser, oui, bien sûr. Moi, pour l'accident de voiture, je me suis pas tapé le voyage dans le Mississippi, là, sur Louisiane, enfin, au Mississippi, je crois qu'elle est morte. C'était trop loin, et donc, en effet, avec Google Earth, voilà, vous pouvez même descendre au ras de la route, vous suivez le tournant. La difficulté, c'était de retrouver l'endroit exact. Bon, après, il y a un faux endroit, parce que, comme toujours, il y a des faux amis. On te dit elle est morte là, mais en fait elle est morte 2 kilomètres avant, pas dans ce tournant. Ah oui, donc vous jouez à ça tous les deux. Là. Vous êtes sur Google Earth oui. Aussi, vous allez alors, j'adore, dans votre augmentation de la connaissance. J'adore Google Maps, enfin Google Images, Google Earth, enfin tous les trucs comme ça. Non, moi je pense qu'il faut quand même aller voir. C'est-à-dire bon, peut-être pas, j'aurais fait comme Simon, j'aurais pas été jusque dans le Mississippi. Il faut pas non plus être alors faut n'avoir que ça à faire. Mais non, moi je pense qu'il faut y aller parce que je me rappelle que je voulais faire une poursuite en voiture sur Mulholland Drive. Évidemment, je vais faire une référence à David Lynch. David Lynch, oui. Évidemment. Et puis, j'engage quelqu'un pour me conduire. Voilà, une jeune. Alors, c'était génial en plus pour mon livre parce que c'était une jeune actrice qui ne trouvait pas de boulot, qui avait débarqué de sa Louisiane pour être, évidemment, j'imagine, star. Et elle ramait, elle allait au casting, ça ne marchait pas. Donc, en plus, j'ai pu l'interroger et voir comment c'était une actrice qui fait des castings et que ça ne marche jamais. Bon. Et
Et donc, elle m'a conduite plusieurs jours comme ça, et on a fait Mulholland Drive, et je regardais, je me rappelle, j'étais complètement obsédée, j'avais mon téléphone, je filmais, donc j'ai retrouvé des heures de film, on voit un arbre qui passe, un panneau qui passe, enfin, il n'y a rien d'autre, enfin, ça n'a aucun intérêt. Sauf qu'à un moment donné, on s'est retrouvés arrêtés au milieu de Mulholland Drive, où tout le reste c'était dans la montagne, c'était réservé aux trekkers, et les voitures ne pouvaient pas aller. Donc il a fallu qu'on fasse un très très grand détour pour retrouver la suite de Mulholland Drive où les voitures pouvaient rouler. Et ça, je pense, alors peut-être Google Earth m'aurait servi, mais je pense que moi si je m'étais pas déplacée, j'aurais vraiment fait toute la poursuite dans Mulholland Drive. Et là, il a fallu à un moment donné que, voilà, c'était pas possible, quoi. Donc c'est quand même intéressant d'aller sur place. Oui, bien sûr, évidemment. Dans le cas de Simon Liberati, cette veine donc hollywoodienne, vous allez poursuivre? Oh là là, parce que bon, il y avait Jane Mansfield, il y avait commencez pas à me poser Manson. des questions sur mes projets, parce que alors là, c'est terrible. Il n'y a pas une morte, il n'y a pas une non, blonde morte. le Los Angeles. Avec un peu de chance, c'est un truc. Los Angeles, je sais pas. Là, j'ai pas de projet à ce point de vue-là. Je sais pas. Ouais, j'en ai fait 2. Je sais pas si j'en ferai 3. Je sais pas du tout. Ça, la vie me répondra, mais je sais pas. J'aimais bien Los Angeles, j'aurais bien aimé m'y installer, mais j'ai failli, mais bon, voilà. Mais personne t'a proposé de maison avec piscine? Non, si, j'avais trouvé, tu sais, je trouve très vite, je suis un oiseau qui trouve assez vite des nids assez rapidement, donc la première semaine que j'ai passé là-bas, j'avais reconstitué ma vie parisienne de manière très agréable, à tous les points de vue, et donc j'étais prêt et puis bon, voilà, non, puis c'est pas fait, donc bon, voilà. Mais après, bon, voilà, c'est pas... Je sais pas, j'ai pas de projet sur Los Angeles actuellement. Au cours, j'ai un projet sur Rome. Alors, Rome et Bangkok. Bon, voilà, ça c'est plus... on va rester quand même sur donc il y a un peu de cinéma, hein, parce que c'est Rome 74 à peu près. Donc on est sur l'after de la Dolce Vita, quoi, voilà. Ça c'est super, vivement. Ouais, bah il faut que je finisse faut que je finisse Occident avant là, que je suis en deal là, c'est tout l'Occident. Avec Grasset, et puis après je fais pour les autres, je fais celui-là. Là, normalement ça devrait être pour 2020, un truc comme ça. Je peux vous poser la même question? Oui, bien sûr. D'ailleurs, pendant que Simon parlait, mine de rien, je préparais ma réponse. Non, j'ai pas Los Angeles. Moi aussi, comme Simon, j'adorais à un moment donné de ma vie y vivre. Non, je pense que ce sera plutôt la banlieue parisienne et les grands ensembles. Ça nous intéresse. Bah voilà, je reviendrai. Si vous voulez bien de moi. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On invitera Simon. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. Je ne fais plus rien sans Simon maintenant. Voilà. Je crois qu'il faut remercier Simon qui, depuis 15 heures, n'est-ce pas, est sous le feu des projecteurs. Et je vous remercie beaucoup, Nelly, et je vous remercie beaucoup. Voilà, je pense que c'était... Surtout vous. Merci Marie-Hélène. Merci. Je rappelle que donc ces entretiens sont filmés, parce que nous sommes très fiers de fabriquer une archive, n'est-ce pas? Ils sont soigneusement montés par la suite, et donc ensuite, effectivement, très accessible... Voilà, très accessible sur notre site pour documenter un peu cette relation entre littérature et ville et architecture. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.